Le but de cette vidéo est de vous donner un aperçu de ce qui est attendu de votre part lors de l'épreuve orale sur votre étude. Que ce soit au niveau du diaporama ou du support numérique de présentation que vous aurez choisi, qui n'est pas forcément un diaporama PowerPoint, ou de la présentation orale en elle-même. Donc on va faire comme si j'étais élève et je vais vous exposer mon projet, donc ici sur Lidl. Suite à un reportage télévisé Cache Investigation sur les conditions de travail des salariés de Lidl, j'ai eu envie de me pencher un peu plus sur cette organisation. En cours, nous avions étudié la performance, et notamment les différents aspects de la performance, commerciale, financière, environnementale et sociale. Donc j'ai eu envie d'étudier plus précisément les aspects commerciaux, financiers et sociaux de cette organisation. Pour cela, j'ai organisé mon travail en 4 semaines. Lors de la première semaine étant réservée à la recherche du thème et de la problématique. Deuxième semaine, j'ai recherché et sélectionné les documents. Troisième semaine, j'ai rédigé mon questionnaire et ma synthèse, qui était l'objet de cette étude. Et enfin, la dernière semaine, j'ai travaillé à ma présentation orale. Ayant choisi Lidl comme organisation, j'ai décidé de caractériser cette organisation en me rendant sur sa page Wikipédia. J'ai donc découvert que Lidl est une entreprise allemande, donc c'est une entreprise à finalité lucrative. Elle appartient au groupe Schwarz, qui est dirigé par Don Jasper Auger, et elle œuvre dans le domaine de la grande distribution. Donc son siège social étant situé à Neckarsulm en Allemagne, sa nationalité est allemande. Elle est considérée comme une très grande entreprise puisqu'elle dépasse les 315 000 salariés et qu'elle comporte quasiment 8000 magasins, principalement situés en Europe. Afin d'affiner ma problématique et pour être sûr de trouver suffisamment de documents par la suite, j'ai alors repris les différents chapitres de sciences de gestion et numérique qui portaient sur la performance pour déterminer les notions importantes qui me serviraient ensuite de mots-clés. Ainsi, les termes part de marché, chiffre d'affaires reviennent assez souvent comme indicateurs de performance commerciale. Les termes de résultats, bénéfices, profitabilité, rentabilité, cours de l'action reviennent régulièrement pour évaluer la performance financière et les termes de turnover, bilan social, embauche, démission pour caractériser la performance sociale. Grâce à ces différents mots-clés, j'ai fait quelques rapides recherches dans les magazines économiques, donc type Challenge, LSA, Capital, Le Monde. Et je me suis rendu compte que assez régulièrement, Lidl revenait pour son changement de position en 2016, caractérisé par un plan interne qui s'appelait Pole Position, où Lidl décidait de sortir des discounters pour devenir un supermarché comme les autres. Donc ça m'a permis d'affiner ma problématique, qui est alors devenue en quoi ce changement de positionnement de Lidl a pu influencer sa performance. Une fois ma problématique clairement définie, je me suis alors lancé dans la recherche proprement dite, à l'aide des mots-clés précédemment évoqués. Donc dans un premier temps, j'ai repris mes cours de sciences de gestion qui portaient sur la performance et j'ai consulté aussi plusieurs autres manuels scolaires pour être sûr de bien maîtriser ce concept de performance. Ensuite, j'ai recherché sur Internet, mais aussi au CDI de mon lycée, grâce à l'outil BCDI qui était présent sur le NT. Ainsi, grâce au CDI, j'ai pu accéder à des articles complets quand souvent les sites des magazines économiques ne m'ont proposé qu'une petite partie gratuitement et nécessitaient sinon un abonnement. J'ai également regardé plusieurs vidéos, donc l'émission Cache Investigation qui m'avait inspiré ce sujet, ainsi qu'une vidéo interne du groupe Lidl où on voit Frédéric Fouch, le dirigeant de Lidl France, lancer et proposer ce changement de positionnement à l'ensemble des gérants de magasins Lidl. J'ai aussi trouvé des vidéos de témoignages de salariés sur les réseaux sociaux. Ensuite, pour pouvoir sélectionner les articles qui étaient les plus intéressants et qui allaient me servir ensuite à faire ma synthèse, je me suis appuyé sur 4 critères. Premier critère, l'actualité. Si l'article est très actuel, c'est-à-dire qu'il a moins de 2 ans, je mettais 4 sur 4. Quand il avait plus de 6 ans, je ne mettais que 1 point sur 4. Ensuite, la fiabilité. Donc 4 sur 4 étant un document parfaitement fiable sur une source, sur un site par exemple qui se termine par .gouv, site gouvernemental. 1 sur 4, un site un peu moins fiable, un réseau social ou un forum de consommateurs par exemple.
Ensuite, j'ai évalué la pertinence, c'est-à-dire le lien avec ma problématique. 4 sur 4, l'article correspond parfaitement à la problématique que j'ai choisie. 1 sur 4, il peut être intéressant, mais il a peu de rapport. Du coup, je le sélectionnerai un peu moins. Et enfin, la présentation, est-ce que le document était pour moi clair et compréhensible? Donc 4 sur 4, il est parfaitement clair. 1 sur 4, il est soit trop technique ou trop abstrait pour que moi je puisse le comprendre, et du coup je préfère l'écarter. Au final, sur les 20 articles que j'ai examinés, 8 d'entre eux obtenaient une note de 11 sur 16 ou plus. Donc j'ai retenu ces 8 articles et les 12 autres articles, une note inférieure à 11, j'ai préféré donc les écarter et ne pas en tenir compte pour construire ma synthèse. Je vais maintenant vous présenter rapidement les 8 documents que j'ai conservés et qui m'ont permis ensuite de rédiger ma synthèse. Le premier document provient du magazine LSA. Il évoque le gain de part de marché de Lidl entre 2012 et 2016. Je me suis servi de ce document notamment pour juger de la performance commerciale de Lidl. Le second document est un article du magazine Challenge et il détaille le changement de positionnement de l'enseigne. Il explique notamment la politique marketing qui a été mise en place dans le cadre de ce plan pole position avec un gros effort sur les spots télé par exemple. Alors là je vais faire une petite ellipse dans la présentation, je ne vais pas présenter l'ensemble des documents, le but c'était juste de vous donner un aperçu. Donc je vais passer à la suite, on imagine que j'ai présenté les 8 documents sélectionnés. Grâce à ces 8 annexes que je viens de vous présenter, j'ai donc pu répondre à ma problématique et rédiger ma synthèse, donc qui était l'objet de cette étude. Donc on va maintenant passer à la deuxième partie, c'est-à-dire mes conclusions proprement dites par rapport à cette problématique. Dans un premier temps, en revenant sur cette organisation que j'avais présentée en début d'exposé, cette entreprise allemande est née en 1930. En 1930, Joseph Schwartz devient actionnaire d'une petite entreprise basée à Heilbronn qui est nommée Südfrüchte Grofland Lidl Co. et qui est établie depuis 1858 sous le nom de Lidl et compagnie. Il s'agissait alors d'un commerce spécialisé dans les fruits exotiques. Schwartz renomme l'entreprise en Lidl et Schwartz KG et la développe rapidement à l'ensemble des produits alimentaires, donc donnant naissance à l'empire Schwartz Group. En 1944, les bâtiments de la société sont détruits par les bombardements, mais 10 ans plus tard, Schwartz rouvre un magasin à Heilbronn. En 1972, le siège de la société est déplacé à Neckarsulm, toujours en Allemagne. Entre-temps, Dieter, le fils de Joseph, le créateur, s'est investi sur la société. Il a ouvert un premier magasin de détail en 68 et décide de se lancer en 73 sur le marché des supermarchés à prix cassé, en copiant le modèle d'Aldi. Il faut trouver un autre nom. Schwartz pense naturellement à Schwarzmarkt, les supermarchés Schwartz, mais l'idée est vite abandonnée puisque Schwarzmarkt signifie également en allemand marché noir. Dieter repense alors au nom original de la société de son père, Lidl et Schwartz, au moment de la création. Mais ce nom Lidl est le nom de l'associé de son père à l'époque, donc il lui est impossible d'utiliser ce nom pour des raisons juridiques, puisque c'est un nom propre. Par chance, il découvre un article de journal à la même époque qui parle d'un certain Ludwig Lidl, un peintre et enseignant à la retraite, qui accepte de vendre l'utilisation de son nom à Dieter Lidl. Il peut ainsi ouvrir le premier magasin Lidl en 1973. Par la suite, Dieter Schwartz prend la succession de son père en 1977. Il dispose alors d'un réseau de 33 magasins Lidl. On est mal, patron, on est mal. Depuis 2014, les publicités pour l'enseigne Lidl ont envahi nos ondes. Le but, faire connaître le nouveau visage de l'enseigne et se débarrasser de l'image de discounter aux magasins et au look de hangar et aux rayons peu achalandés. Face au désamour des Français pour ce type de commerce cheap et en s'inspirant de l'enseigne Monoprix, Lidl a décidé de devenir la grande surface de proximité des classes moyennes et aisées. Cette stratégie semble pourtant très ambitieuse et très périlleuse et on peut alors s'interroger quel est l'impact de ce changement de positionnement sur la performance du groupe Lidl. Pour répondre à cette question, nous étudierons la performance de l'enseigne sous 3 plans différents, le plan commercial, financier et enfin le plan social. Nous allons dans un premier temps nous pencher sur la performance commerciale du groupe Lidl. Et on constate en 2012, suite à différentes stratégies mises en place par les enseignes traditionnelles, telles que les rayons éco ou les
le drive, la plupart des enseignes ont vu leur part de marché augmenter. Sauf Lidl, qui lui, entre 2011 et 2012, a tendance à stagner. À l'image d'ailleurs de l'ensemble du marché du hard discount, qui semble ne plus tellement séduire les consommateurs français. En effet, selon une étude du Crédoc qui se penche sur les motifs de fréquentation des enseignes de la part des consommateurs entre 2005 et 2014, on s'aperçoit que les consommateurs reprochent aux discounters le manque de choix et de références, l'image un peu déprimante de ces magasins. Cette même étude mesure également la demande croissante des consommateurs pour des produits locaux et sains qui sont assez peu présents à cette époque chez les discounters. Pour enrayer cette perte de part de marché, Friedrich Fuchs, le dirigeant de Lidl France, a donc lancé en grande pompe un plan baptisé Pole Position, dont le but était de transformer l'enseigne du discounter en magasin de proximité à destination des classes moyennes et aisées. Lidl investit alors beaucoup d'argent pour redécorer ses magasins et en finir avec le style hangar. Le nombre de références a augmenté de 50%, passant de 800 références à 1300, en intégrant notamment de grandes marques incontournables telles que Coca-Cola ou Blédina. Chaque magasin propose un terminal de cuisson pour le pain et les viennoiseries, les rayons de fruits et légumes se sont étoffés, ainsi que les produits de snacking pour conserver l'image de magasin de proximité. Le label Saveurs de nos régions est créé par l'enseigne et les actions publicitaires, spots télé, collaboration avec des célébrités, semaines promotionnelles s'amplifient. Et cela fonctionne. Le chiffre d'affaires passe de 80 milliards d'euros en 2014 à 97 milliards en 2018. Les parts de marché augmentent de 4,6 à 5,5% en 2018 et l'enseigne gagne des nouveaux consommateurs tous les ans, notamment 300 000 consommateurs supplémentaires en 2018. Passons maintenant à l'étude de la performance financière du groupe, qui semble plombée par le poids important des investissements réalisés. Bien que les ventes du groupe progressent quasiment de 10% tous les ans, les bénéfices, c'est-à-dire les résultats, demeurent eux très faibles. En effet, ce plan pole position est très ambitieux et très coûteux et il pénalise lourdement le bénéfice de l'entreprise, notamment du fait des emprunts énormes qui ont dû être réalisés. Ainsi, le budget des investissements a été doublé en 2018, passant de 2,8 milliards d'euros à 7 milliards. Financièrement, on peut donc conclure que Lidl n'est pas très rentable. Enfin, terminons par la performance sociale. Cette performance qui a été assez controversée, notamment par l'émission Cash Investigation diffusée en 2017, qui a provoqué un énorme scandale. Suite au suicide d'un salarié, les journalistes avaient à l'époque enquêté sur les conditions de travail des salariés Lidl, et l'on découvrait ainsi le quotidien de préparateur de commandes ou d'une caissière en magasin. En étudiant les blocs des syndicats représentés chez Lidl, on découvre effectivement un taux de rotation, turnover, 3 fois plus élevé que dans le reste du secteur, un nombre d'arrêts maladie 2 fois plus important, ainsi que de nombreux salariés déclarés inaptes suite à une maladie professionnelle, mais qui ont été licenciés et non reclassés comme la loi normalement le prévoit. Ces salariés dénoncent des pressions et des cadences assez inhumaines, ainsi que des heures supplémentaires rarement rémunérées. Pour conclure, ce changement de positionnement pour le groupe Lidl a-t-il eu une influence sur sa performance globale? Ce pari risqué de Lidl, qui consistait à sortir du discours, semble être une réussite commerciale. Néanmoins, cette stratégie se révèle très coûteuse tant financièrement qu'humainement. Nous pouvons cependant espérer. Ces très bonnes performances commerciales devraient entraîner à plus ou moins long terme une amélioration de la performance financière qui pourrait alors permettre une amélioration des conditions de travail et donc de la performance sociale de ses salariés. Voilà, ma présentation est terminée. Normalement, elle n'aurait pas dû excéder 10 minutes. L'élève un peu terminé sur son propre ressenti par rapport à son étude, ce qu'il a trouvé difficile à faire, ce qu'il a aimé faire et son analyse personnelle par rapport à ce travail.